gratuite sur scène. Ça se remplit, ça se remplit. J'espère que vous êtes en forme au moins, hein? Allez participer. Je sais pas si vous avez vu des shows, mais hier, il était bon au maudit public. Un spectacle pas du tout comme les autres, un spectacle indéfinissable que l'on a quand même fini par nommer. On l'a appelé un show, en le qualifiant d'ailleurs d'une expression bien de chez nous que je n'ose vous répéter ici, à une heure d'écoute familiale. Moi, pour m'en tirer, je fanfaronnais en disant « Pourquoi vous avez appelé ça le petit show? » Je disais « Parce que le tabarnak de spectacle, c'était trop long. » Mais les gens n'osaient pas dire. Ils appelaient au Katsu, public de théâtre. Est-ce qu'il vous reste des billets pour l'os de show? Ils disaient l'os de show. Et les journalistes, à l'époque, disaient oui, nous avons une pièce au Katsu qui s'appelle l'os 3 petits points de show. Personne disait l'hostie, là. Eh bien, l'hostie, c'est grave. Et si tu disais maudit hostie, si tu mourais après, t'allais en enfer pour l'éternité, c'est pas des maudits femmes, c'est vrai, puis on y croyait. On sait pas comment écrire show, S-H-O-W. Ça s'écrit pas à l'époque, donc quand on regarde la première annonce, c'est O, 3 petits points, et à l'intérieur du O, c'est écrit de show, C-H-A-U-X, de la show. Et c'est même pour ça qu'un des journalistes qui assiste au spectacle à la première trouve que c'est une bonne idée que les comédiens et chanteurs soient habillés en blanc, couleur de la show. Ils n'avaient pas le droit de dire le début, puis la fin, ils l'autographiaient à leur façon. C'est extrêmement vendeur, c'est extrêmement intriguant, ça relève de beaucoup d'humour, d'un peu de n'importe quoi aussi. Donc, je pense que le titre est... Moi qui n'ai pas vu le spectacle, j'ai l'impression que ça illustre très, très bien le n'importe quoi organisé de cet événement-là. Je veux pas que mon médecin sacre, OK? Mais je veux que mon artiste sacre. Je veux que mon artiste, il me montre ce qu'il y a de beau puis ce qu'il y a de moins beau en lui. J'adore qu'un titre porte un sacre. Pour moi, c'est une prise de position qui s'enracine dans le peuple. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas ce soir ici et tout le long de ma route. Je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti. On parle d'un monde qui est impossible à imaginer pour qui que ce soit qui a moins de 30 ans. Impossible. Pas de téléphone cellulaire, pas d'ordinateur, pas de chaîne de nouvelles continue. Les nouvelles, c'est à 6 heures ou à 10 heures. T'es manqué, pas de nouvelles. C'est bien simple. 2 postes de télévision, tu sais, en français. Mon Dieu, la place de la religion catholique, c'était encore très, très présent parce que je me souviens, le baptême du métro de Montréal, on est quand même en 67, là, on n'est pas au début du siècle. Et en avant, il y a le conducteur, il y a le maire, le drapeau, et il y a le cardinal Léger avec le goupillon à la main, qui fait ça comme ça pendant que le métro passe devant la caméra. Puis ça, c'était 1 an avant le show. On a été élevés, ma génération et plus celle de mes parents, dans la culpabilité la plus totale. Et on allait avouer ses péchés à un monsieur en robe, caché dans le noir et derrière une grille.
Alors, la Révolution tranquille, en gros, c'est essentiellement deux choses. C'est une quête d'émancipation d'un peuple. C'est le fameux slogan « Maître chez nous » de l'élection de 1962. Émancipation économique, hein, on complète la nationalisation de l'hydroélectricité. Émancipation politique, le début du mouvement indépendantiste, et puis ou réforme en profondeur du Canada. C'est aussi l'avènement d'un État-providence. Le Québec accusait un certain retard par rapport à d'autres sociétés occidentales sur ce plan-là. Maurice Duplessis était contre l'État-providence, il confiait ça au clergé de s'occuper du social puis de l'éducation. Alors là, dans les années 60, on dit non. Là, maintenant, c'est l'État qui s'occupe de santé et d'éducation et s'occupe aussi de la sécurité du revenu. Donc, un État-providence. Et le fond de scène de ces deux grands mouvements, c'est une révolution culturelle. Le sticho est arrivé comme un magnifique cheveu frisé sur une soupe déjà bouillonnante. Parce qu'il y a plein de choses. Hein. C'est l'année où il y a le film Valérie qui sort, le premier film à succès commercial et à femme nue qu'il y a au Québec. C'est la première fois qu'il est lu Speak White. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Pierre Vallière sort son livre. Les Belles-Sœurs vont voir lui un peu plus tard. Donc, il y a une espèce de bouillonnement. Et le sticho arrive à ce moment-là. Les années 60, c'est la décennie où les jeunes deviennent une masse critique. Les baby boomers vont vraiment grandir dans une société qui va se transformer radicalement. On ouvre les cégeps en 1967, on ouvre l'UQAM en 1969, et donc toute cette jeunesse-là, effervescente, va prendre la parole dans un contexte où, justement, ça tombe bien, c'est une sorte de coïncidence du calendrier. Il y a un grand événement qui s'appelle Expo 67, où il y a des pays qui sont représentés, qui ouvrent des pavillons, et on peut manger les mets traditionnels de ce pays, découvrir les grandes prouesses technologiques de ces pays. Et pour beaucoup de jeunes baby-boomers, ils vont travailler, d'ailleurs, dans la région de Montréal, vont travailler l'été à Expo 67, c'est une ouverture extraordinaire. Expo 67, c'est un lieu de convergence de tout le monde, mais particulièrement de cette foule de jeunes gens de 15 à 20 ans qui ont du temps, de l'argent et le goût de faire autre chose que ce qu'on a toujours fait ici. Permettez-nous de vous présenter notre découverte de l'année de la boîte à chansons de Jeunesse oblige, Robert Charlebois. En même temps que la nuit fait le tour d'une chaise où l'ombre s'ennuie, en même temps que le vent déshabille un sapin le long du chemin, en même temps que les foins fatigués font l'amour sous les maringouins, en même temps que mon œil et la terre font le tour d'un ami, j'espère. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Moi, j'avais une mère qui aimait beaucoup, beaucoup Trenet. Et mon père, c'était Big Band, Sinatra, Bing Crosby, cette affaire-là, Guy Lombardo, puis moi, ça me rasait à mort, tout ça. Les auteurs, compositeurs à texte me satisfaisaient pas non plus. L'Expo 67 avait élargi la tête, le cœur et la pensée de Montréal et du Québec en général. Ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait à San Francisco. Le Haight-Ashbury, là où était Hendrix et tout ça, puis Peace Love, Make Love Not War, puis tous ces... Enfin, cette psychédélie qui allumait toute la jeunesse américaine. Je voyais les Mamas and the Papas, les Jefferson Airplanes, puis c'était des groupes, engagés socialement et signifiants. Je voyais qu'est-ce que c'est que
la collaboration au niveau d'un groupe. Pas on va s'appeler les gants blancs, les habits jaunes, les classelles ou les hula-hoops, juste pour dire on se trouve un look, pis ça. Mais qu'est-ce que ça donne de travailler ensemble? Mon ami Michel Robidoux m'a donné ma première Gibson électrique. Je jouais ça, moi, comme un chansonnier, c'est-à-dire que je montais le volume, puis je jouais des accords. Il dit, regarde, Robert, avec ça, là, tu peux quasiment sonner comme un violon. Je me souviens qu'un jour, j'étais avec Robert. On allait souvent écouter du jazz ou des patentes, puis on dansait. On allait dans des boîtes, puis on dansait. Puis à un moment donné, j'ai dit à Robert, pourquoi on danse pas ces chansons québécoises? Ça danse pas. C'est pas dansant. Puis là, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, c'est quoi de le dire. Il est allé faire un petit tour en Californie, il est revenu. On a dansé. Cherché à mon réveil. Où étais-tu? Il ventait fort dans mes oreilles. J'achèterai le camion blanc. Il nous emportera au printemps. J'ai vu tellement de choses extraordinaires que quand je suis revenu ici, là, j'avais vu la lumière. Un jour, le Patriote nous invite, Robert et moi, c'est un 19 janvier 1968, à faire un show ensemble sur la petite scène. On est, lui et moi, on a fait chacun un disque éponyme et c'est tout. On a chanté beaucoup pendant l'expo. Là, on a été très actifs. J'ai dit à Robert, ou Robert m'a dit, whatever, on savait pas qui devait faire une première partie, qui ferait la... J'ai dit, chantons ensemble. Mêlons nos chansons. Alors, je vais faire une toune, t'en fais deux, on s'arrange comme ça. Et en répétant, juste pour le fun, je me suis mis à faire des voix dans ces chansons. J'adorais ça. Mais là, on était le 19 janvier, puis on fait Lindbergh ensemble pour la première fois, et California, puis tout ça. Et ça a été pas tellement bien reçu dans la salle. Il y a eu comme une gêne. Les gens savaient pas quoi dire. Et là, ça nous a fouettés. Moi, ça m'a fouetté. Je me suis dit, non. Pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Les hélices, Astrojet, Whisper, Jet, Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. La chanson Lindbergh, pour moi, c'est une belle manifestation de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut appeler la contre-culture. On défie les règles au niveau de ce que c'est une chanson avec des temps, des règles, des normes. On se laisse un peu aller influencé ou inspiré par des drogues. Hein. Ça a été dit, je pense pas que je fais des grandes révélations, ça a été dit par eux-mêmes. Donc, c'est comme si on voulait connecter avec une part d'inconscience. Qu'est-ce que tu fais là? Ton portrait. La contre-culture, ça fait penser aux surréalistes des années 20. Qu'est-ce que disent les surréalistes des années 20? La raison, là, ça nous étouffe, puis on a des choses en nous un peu mystérieuses, c'est le début de la psychanalyse, qui demandent à s'exprimer, à exister, à vivre. C'est ça, les surréalistes, au fond. Les premières secondes, là, la première minute de Lindbergh, les tonalités sonores qu'il y a là-dedans, de quoi il s'agit? C'est comme tout à coup, là, il y a un ovni qui se met en orbite et puis on se reconnaît dans cette beauté, cette liberté, cette jeunesse, ce cri, ce son-là, même l'espèce de liberté de dépasser le rationnel, de dépasser l'histoire avec un début, un milieu, une fin. Là. On va être Whisper, Jet Clipper, Jet Turbo, puis on fait wow. Alors, je suis reparti.
Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. On a commencé à voir avec Charlebois et beaucoup Plamondon quelques années après une intégration de la culture pop à l'intérieur de la chanson. Au lieu d'être dans une lecture poétique, on s'est mis à parler d'objets qui nous entouraient. Coppertone, des marques de chars, des compagnies aériennes. C'est le côté pop art, moi, c'est ça qui m'avait le plus frappé dans le spectacle. C'est comme Andy Warhol, c'est un peu bon les pitons, là. Tu sais, la boîte de soupe Campbell, magnifiée, devenant une œuvre d'art. Tu sais, c'était utiliser des icônes populaires et en faire des œuvres d'art. Et avoir un pot de biscuit qui surgit dans une chanson. Moi, je connais pas d'autres chansons où il est question d'un pot de biscuit, à part dans une chanson parodique. Puis là, ça devient quelque chose de grave. J'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout, mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé. C'est sûr que le Stitch-O, c'est du talent. C'est d'abord du talent, mais c'est aussi un contexte, un alignement d'étoiles, un contexte sociopolitique extraordinaire qu'on reverra peut-être plus. C'est-à-dire qu'il y a une telle conjonction qui fait que tout à coup, la scène va pousser le grand cri, va faire rire le grand rire, qui semble être tant attendu, tant libérateur, tant puissant. 1968, là, c'est vraiment une année très, très, très chargée. En mai 68, on ne parle que du débrayage des étudiants à Paris qui va durer des semaines et des semaines. C'est une effervescence à l'échelle planétaire, puisqu'il y a toutes ces manifestations, par exemple, contre la guerre du Vietnam. Il y a aux États-Unis, par exemple, l'assassinat de Martin Luther King et de Robert Kennedy, donc des réformateurs, des gens qui voulaient changer les choses. I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee. Alors, donc, contestation de la guerre du Vietnam, contestation du colonialisme, contestation contre-culturelle des valeurs des parents à travers mai 68, c'est très bien illustré, puis une batterie de slogans sous les pavés, la plage, ne jamais faire confiance à un plus de 30 ans, ben c'était les slogans de mai 68. Mesdames et messieurs, bonsoir. De Montréal, Radio-Canada vous présente le reportage du défilé de nuit de la Saint-Jean 1968. Nous apercevons le Premier ministre du Canada, M. Pierre-Éliott Trudeau, en compagnie de l'archevêque de Montréal, Son Excellence Monseigneur Paul Grégoire. Notre estrade est littéralement entourée de manifestants, des gens qui manifestent contre la venue de M. Trudeau ici ce soir. M. Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. L'ambiance, c'est que pour une fois dans l'histoire, la jeunesse prend sa place et non seulement parle, s'exprime, prend la parole et paye souvent de sa personne. Et c'est un phénomène qui était mondial. Moi, je rentrais d'Allemagne, de Berlin. J'étais allée au festival du film, présenter un film avec Gilles Groux, d'ailleurs, qui était là, qui s'appelait « Où êtes-vous donc ?» On était allé en Allemagne de l'Est, on était allé à l'université, on avait vu, parce que la révolution en Europe avait pris naissance à Berlin avant d'atteindre Paris. Et ensuite, moi, je suis rentrée par Paris, et là, à Paris, c'était les rues bloquées, les CRS partout dans Paris. Dans la nuit du lundi au mardi, au quartier latin, c'est de nouveau l'émeute. On avait l'impression de vivre une page d'histoire tout le temps. Puis là, on arrive à Montréal et on se met tout de suite à la conception et aux répétitions de le Stitch-O. Alors, on était réchauffés, allumés par toute cette jeunesse. C'est bon, ceux qui n'ont pas ri, qui n'ont pas rien compris, qui ont
On avait fait une revue, Robert, Jean-Guy Moreau et moi, à la Boîte à Clémence dans le Vieux-Montréal. Puis Yvon, il y avait un restaurant juste à côté, sur Saint-Paul, je crois. Fait qu'il venait tous les soirs. Fait qu'on était devenus plus intimes, on avait fait connaissance. Clémence était là aussi, là. C'était toute la gang. Nous autres, c'était nos idoles, tu sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut neiger, grêle et pleuvoir. Les femmes prennent leur jeudi pour oublier bien que pour un soir que c'est plus drôle le vendredi. Que c'est plus drôle le vendredi. Ni le samedi. Ni le dimanche. Et moi, j'ai fait faillite en 68, comme 400 autres restaurateurs, parce que l'exposition de Versailles, elle nous a tués. Pendant 6 mois, tout le monde a dépensé leur argent là. Tous les touristes sont venus pendant ce temps-là. Et au 1er novembre 67, oh, plus de clients nulle part. Vide partout. Donc, je suis retourné au Katsu. Moi, je suis un des fondateurs avec Bissonneau. Hein? On a acheté la synagogue en 63. Alors, j'étais au Katsu. Puis là, il dit, « Hey, si t'es là, moi, j'ai monté 4 pièces. La dernière pièce, monte-la, toi. » J'ai dit, Paul, fais plus de théâtre. J'ai fait des revues avec Clémence, mais je fais pas de théâtre. Ben, monte une revue. Alors, c'est comme ça que le studio est arrivé. J'ai appelé Mouffe, parce qu'ils avaient fait Terre des bombes. J'ai dit, ben, Mouffe puis Robert, ils aiment ça, des revues, parfait. Mais là, on me dit, oh, ben, Robert chante avec Louise Forestier. Ah, ben, c'est correct, amène-la. Ah, mais il se fait accompagner par le Jazz Libre du Québec. Ben, amène-les. Là, on s'est retrouvés toute cette gang-là. Il devait présenter Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et la scène était trop petite, parce que dans Les Belles-Sœurs, il y a bien de la femme, hein? Il y a bien du monde. Alors, il y avait un trou de programmation, malgré eux, fait qu'ils nous avaient offert ça. Et ça a commencé comme ça. Donc, merci, Michel. Non, on n'allait pas s'installer au Katsu. Paul était intéressé aux Belles-Sœurs, mais il nous avait dit... Il y a trop de monde, je peux pas me payer 15 actrices sur une scène. Alors là, peut-être que ça a été remplacé par le... Mais il n'y a pas eu de vrai projet des Belles-Sœurs parce que Paul, qui adorait la pièce, s'est rendu compte que c'était pas possible dans son théâtre. On était au Katsu. J'ai dit à Paul, peux-tu nous aider un peu? Moi, il n'y a pas de troisième œil, là. On est tout seul à faire des niaiseries. Il faut que quelqu'un regarde ça. Mais Paul, il voulait faire une revue comme il avait 25-30 ans avant, là. Alors, ça n'a pas duré, mettons, comme après quelques jours. Il y a eu un gros clash entre Paul et Robert. Robert, il dit, moi, je veux pas faire une revue traditionnelle là, où tu mets des chapeaux différents pour indiquer que c'est des... Ça se faisait comme ça, et c'était très bien, là. Raymond Lévesque faisait ça, puis c'est sa spécialité. Mais nous, comme on était plus jeunes, puis comme on était plus ambitieux, on voulait sortir de ça. Et Robert, il dit, on va faire une revue psychédélique. Paul Bissonneau, grand homme de théâtre, il vient quand même des Compagnons de la chanson. Ce qui est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Frank Zappa, mettons. Un petit univers entre les deux. On est là avec des parapluies, puis des petits chapeaux melons blancs, puis on tourne nos parapluies, puis on danse, puis on fait des pas. Puis là, je me dis, me semble que j'ai plus de fun à faire ça. Je suis plus là dans ma tête. Qu'on recule au lieu d'avancer. Mais j'avais fait la roulotte des parcs, et puis pour les enfants, tout ça, me mettre une tête de lion empaillée sur la tête, puis jouer les comédias dell'arte, ça, je respectais ça et tout. Mais là, puis il disait toujours, vous jouez trop fort, vous jouez... Mais c'est fort, votre musique à la con, là. Le public de théâtre va jamais supporter ça, mais vous êtes fous, mais vous êtes sourds, mais vous êtes malades. Puisque c'est comme ça, fourrez-vous-le dans le cul, votre hostie de show. Puis il s'en va. C'est là que Robert a fait hostie de show. Et la lumière fut. Fait que là, on s'est retrouvé avec un titre qui était quand même assez ouvert et invitant et assez plein de promesses.
Mais il n'y avait pas de show, là. On n'avait plus de show. On avait refusé tout ce qu'ils nous avaient proposé. T'sais, on n'a plus de metteur en scène, là. On est livré à nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, cette espèce d'énergie de dernière minute. Le dos au mur, on peut pas reculer, là. Puis on avait peur. Et qu'on avait peur. On savait pas ce qu'on allait faire. Puis là, on avait une date butoir, puis fallait qu'il arrive quelque chose, puis on s'est mis ensemble à parler d'un show. On savait pas que ça s'appelait un collectif, mais c'est exactement comme ça que ça a été fait. On a décidé que la première partie, ce serait des chansons de Louis Robert, parce que ça, c'était assuré. Là, on savait qu'on allait quelque part avec ça. Puis, dans la deuxième partie, on a intégré tout le résultat de notre remue-ménage pendant ce mois-là avant. Comme Louise et moi écrivaient des sketchs, je vais essayer d'écrire un sketch. Alors, j'ai écrit un sketch avec un personnage que j'avais dans la vie. Le gars avec son bon boss. Là. Moi, je faisais des farces avec ça tous les jours. Et c'est Robert qui est arrivé. Ah, excité, là, tu sais. J'ai entendu Arlo Guthrie. Arrête donc. Ah oui, Alice's Restaurant. Faut que je t'écoute ça. Puis là, il me fait écouter ça. Alors, Arlo Guthrie qui chante Tantari, là, d'une petite toune. Puis là, il raconte le Vietnam. That's right. I mean, kill. I mean, I wanna kill. I want to see blood and gore and guts and veins in my teeth. Eat dead, burnt bodies. I mean, kill. 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 Fait qu'il dit, ton sketch, on le fera pas. Fait que je t'ai écrit une tonne et puis tu racontes l'histoire au monde. Pardon? J'ai dit, Chris, ils vont mettre tes culottes, là. Puis tu nous fais pisser dans nos culottes au restaurant, autour de la table. Quand tu nous racontes ça, là, des unions que ça donne, puis tous ces sketchs, on disait, mais t'as pas besoin de nous autres, on n'a pas besoin de faire le boss puis la secrétaire, tu le racontes comme tu nous le fais là, puis ça va être un smash. Puis là, il commence à me dire, ouais, on va l'essayer. Yvon venait me reconduire chez nous, on marchait, il venait me reconduire à pied, puis là, il testait ses monologues sur moi, parce que lui, c'était la première fois qu'il faisait ça. C'était un comédien qui faisait des rôles qui étaient déjà écrits, mais là, il écrivait son rôle à mesure. Alors, il venait me reconduire jusque chez moi, et il testait ses affaires. Alors là, on arrivait chez moi, puis il n'avait pas fini, fait qu'on retournait au Katsu, on faisait le chemin inverse. Lui, il testait ça, parce que c'est toujours bien d'avoir un mur sur lequel renvoyer la bête. J'étais le mur. Alors, j'ai écrit ça comme une chanson, puis j'ai écrit les unions que ça donne. Quand j'ai lâché l'école, moi, à 13 ans, là, mon vieux père était sur son lit de mort. Et il dit, mon petit garçon, tu peux pas te laisser d'héritage. Je m'en doutais un peu à la vitesse qu'il buvait. Et il dit, par exemple, avant de partir, je voudrais te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent, une job stédée et un bon boss. Laisse faire le reste, ces maudites folies d'union, ces affaires-là, qu'est-ce que ça donne? Une job stédée et un bon boss. Fait que je t'ai engagé à la chape. J'ai dit, ce que vous annoncez, là, c'est une job stédée, ça? Ils ont dit oui. J'ai dit, vous devez être un bon boss, vous d'abord. Hey, mais t'as pas trompé. Elle a voulu trouver un boss plus smart que ça, elle n'a pas été capable. On dit souvent de l'Hostie Show que ça a donné naissance à Robert Charlebois comme rocker, à Yvon Deschamps comme monologuiste. C'est aussi les débuts de Louise Forestier, parolière, musicienne. Dans la deuxième version de l'Hostie Show, elle chante « Quand t'es pas là », qui est vraiment une magnifique chanson d'amour où elle exprime à sa façon, puis dans un français parlé, la peine qu'on peut avoir quand quelqu'un qu'on aime est tout simplement absent. Et elle a déjà sa signature. Les vidanges sont sa galerie, j'ai même toujours où ce qui passe. La maison est tellement grande, j'oublie d'aller dans le salon. Quand t'es pas là, je suis toute seule dans mon boudoir. Il y a Germain Perron qui, lui, dit Robert, là, au lieu de faire des décors, tout ça, là, viens, je vais t'amener d'une usine où ils font des tuyaux pour nettoyer les buildings. Ouais. Puis ça, c'était vachement révolutionnaire. Puis dire, est-ce que tu as objection que les musiciens soient en haut? Les cuivres, on va les mettre en haut, on va mettre Robidoux et Jean Perron en bas, puis les amplis, les guitares, puis le drum, la grosse caisse, ça va être l'hostie en plein centre du décor.
et il nous fait un décor de fou. Yvon et moi, on peinturait le décor. Oh non, on allait tous les jours au théâtre travailler sur le décor et sur le côté physique de l'affaire. Mauve s'est occupée, si tu veux, des costumes. C'est elle qui a décidé qu'on s'habillait en blanc parce que c'était l'hostie, le blanc de l'hostie. On sortait de la noirceur. Alors, on était tous en blanc, sauf les musiciens du jazz libre qui étaient habillés en Halloween, là, qu'ils avaient choisi leur costume dans le costumier du Katsu. Fait qu'il y avait des prêtres, il y avait des joueurs de hockey. Eux étaient colorés. Nous, on était blancs parce que la page était blanche, on était vierge. On voulait commencer quelque chose qu'on n'avait pas trouvé ni à l'École nationale, ni dans le métier. On voulait être nous-mêmes, puis jouer des personnages qui parlaient comme nous, qui réagissaient comme nous. On voulait plus faire ce qui avait été fait avant nous, là, ça pouvait remonter jusqu'à la grande noirceur, là, si on veut, qu'on voulait faire une coupure avec ça. On mettait pas des bombes, mais on voulait révolutionner, on voulait refaire tout. Une fourchette, un couteau, comment ça fait que c'est de même, ça? Ça faisait pas mon affaire. On voulait tout refaire au complet. On n'était pas obligé d'avoir du succès, donc on pouvait faire toutes les niaiseries qui nous passaient par la tête. Vive moi! Vive moi, maman, les beaux gros bébés à volo, hein? Vive moi, on appelle maman! Si vous bébé mangez mieux, mieux. Si vous bébé mangez mieux, mieux, mangez mieux, 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 mieux. Itimene toto papa. Ita, imene toto. Ita, imene toto papa. Ita. Il beau petit bébé caca, petit beau bébé, beau caca. Il n'y avait pas personne qui se battait, mon idée est meilleure que la tienne. Il y en a une qui survivait, puis c'était celle-là qui restait dans le spectacle. T'sais. Mais chacun avait voix au chapitre, puis chacun avait droit de parole. Là. C'était pas... c'était libre. Je pense qu'on était... En tout cas, moi, j'étais impressionnée par le talent des autres. Si je voyais que Robert était dans une forme hallucinante, ben, j'embarquais dans cette énergie-là. Avec Mouf, la même chose. Puis quand on écoutait les monologues d'Yvon, puis écoute, des fois, je riais tellement fort qu'il me regardait des fois en disant « OK, la stimulation, c'était... Tu me donnes quelque chose, mais je vais te redonner quelque chose. » C'était vraiment donnant-donnant. Yvon était dans les coulisses. Il faisait pas les 100 pas, les 2000 pas. Puis là, juste à le regarder, on voulait mourir. Puis à un moment donné, il arrête, puis il nous regarde, puis il dit... Moi, là, je suis tellement perspicace, hein? Là, je dis à Robert, toi, mon chum, à soir, tu vas prendre une tasse d'humilité. Il est devenu un phénomène musical. Alors, mais c'est parce que c'était croche, c'était tout croche, notre affaire. Dans nos belles familles, on chante des chansons d'amour. C'était quitte ou double. C'était... ça passe ou ça casse. À la fin du monde, blackout. Pas un son. Là, ils viennent en coulisses, ils disent « Je te l'avais dit, Robert. On a essayé, mais ça n'a pas marché. » Puis tout à coup, ouais, la folie, l'amour debout, c'est bon. Là, c'est pas nous autres, ça. Ils sont contents parce que c'est fini, ou bien oui, ils en veulent encore. Je me souviens du monde debout, là. On était debout, là, puis tu veux plus t'asseoir après. C'est comme tu sais que tu assistes à quelque chose d'unique, là. Tu sais, Yvon Deschamps, sa parole, hein?
C'était tout du monde. Tout à coup, la gauche naissait, la contre-culture naissait. Et il n'y a rien qui nous préparait à un monologue en joual, avec une portée sociale, avec des jokes à se taper les cuisses. C'était comme... On n'avait jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Et ça, la même soirée que Charlebois revire électrique, puis tu sais, c'est... Ouf! On est sorti de là, wow, je pense qu'on vient de voir quelque chose, là. Il va se passer quelque chose avec ça, ça se peut pas. Là, c'était... On savait plus où on habitait. Puis là, qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que c'était comme un happening, ça. Ben, demain, là, si on est capable de faire la même chose, on va déjà être très bon. T'en as qui sont debout de ces bancs, puis les autres sont partis. Les habitués du Katsu, c'était déjà d'un certain âge. Et ils venaient voir du théâtre très particulier, très, très simple souvent, parce que c'est un petit théâtre. Et là, quand nous autres, quand ils sont venus voir ça, à l'entracte, il en restait pas beaucoup. Les premiers soirs, les gens partaient. Mais ceux qui restaient en parlaient. Donc, le lendemain, ils en partaient moins, puis ils en rentraient plus. Lindbergh, on se souvient naturellement. Je me souviens, tu sais, j'aurais pas pu te la chanter en sortant, parce que tout ça était nouveau. Mais je me souvenais des nomenclatures de compagnie, là, tu sais. Puis Pan American, Transworld, Northeast, Eastern, ça, on se souvenait de ça. Ça nous avait marqué. Mais ce qui m'avait marqué plus, moi, c'était le motif de California. Ça, là, ça, pour moi, c'était un petit peu oriental. Ça me faisait penser à certaines affaires des Beatles. Puis ça, là, c'était comme, oh boy, musicalement, là, ça s'en va à des places que j'aime, là, tu sais. La charrue passe dans le ciel et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en Californie. Il y avait une convergence, on convergeait ensemble. C'est un sentiment quasiment de reconnaissance. Puis ça m'émeut de dire ça. C'est que la jeune Louise, tout à coup, elle se reconnaissait dans quelque chose, puis elle voulait participer. Il y a eu 3 versions du show. Pas une, pas 2. 3 versions du show en 8 mois. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, la première, elle a lieu de mai à juin au Katsu. La deuxième version a lieu à la Comédie canadienne, qui est aujourd'hui le Théâtre du Nouveau Monde, qui va s'appeler donc le Stitch Show King Size. Et la troisième version, alors là, écoute, c'est énorme. C'est à la Place des Arts, à Wilfrid Pelletier, et ça s'appelle Le Stitch Show meurt. Hey, j'ai vu la dernière représentation des prolongations, parce que Brassard et moi, on préparait les Belles-Sœurs, et on avait essayé d'avoir des places au Katsu, pas moyen, tu sais, ça s'est vendu très vite. Alors, aussitôt qu'ils ont annoncé des prolongations, on s'est garoché sur la dernière représentation. Le ravissement qu'on a connu était un ravissement auquel on s'attendait pas. On s'attendait à avoir quelque chose de très agressif, alors que c'était le fun, mais c'était pas agressif, c'était juste le fun parce que c'était différent, parce que c'était vivant. J'étais pas un amateur de jazz libre, mais la force de révolte que ça amenait à un moment donné, qu'à l'intérieur d'une chanson, puis que tout le monde se lâche lousse, puis se met à jammer en même temps, puis avec des gammes, puis des demi-tons, puis toutes sortes d'affaires. Là, c'était carrément les 2 pieds là, dans les sonorités modernes. La guitare était électrique. Les musiciens, ça jouait fort. C'était désordonné par bout. Il y a de la recherche encore là-dedans. C'était pas parfait. Fait que ça, là, ça c'est venu nous chercher là, complètement. C'était du free jazz. Eux autres aussi, ils avaient le goût de briser les barres de mesure, puis exprimer leur musique autrement qu'avec la sagesse française des formes de chansons françaises qu'on connaissait.
Ça n'a plus rien à voir. C'est une des toutes premières fois où tu as justement du jazz, de la chanson française, du rock'n'roll, du texte. Tout ça donne un amalgame qui, encore aujourd'hui, à mon sens, c'est ce qu'on appelle, tu sais, le rock keb, là. Donc, avec du violon. C'est une espèce de poutine, on va bien le dire, de poutine musicale qui est à nous. Et c'est comme la première fois qu'elle prend la poutine sur scène grâce à l'apport de tous ces gens-là. Les seules personnes qui ont été très choquées, c'est les étudiants de l'École du meuble, des artistes. Parce que on a joué à la Place des Arts. Écoute, c'était comme... On était l'anti-establishment, puis là, on joue à la Place des Arts. Ils l'ont pas pris, les artistes, les vrais, là, peintres, sculpteurs, etc. Alors, ils ont été très choqués de ça. Puis là, il était au balcon. Puis là, il était venu avec des ampoules remplies de peinture rouge. Puis il nous lançait ça. Mais la Place des Arts, c'est grand. Alors, pas nous autres qui recevaient, c'est le monde. Oh, moment. La mère de Louise, toute rouge, plein de peinture rouge. Et le directeur de la Place des Arts courait partout. Il n'y aura plus jamais de rock'n'roll dans ma salle. Il n'y aura plus jamais de rock'n'roll à la Place des Arts. Assez pas de changer ton destin. T'es né pour un petit pain. On se trompe pas quand on fait rien. On n'est pas riche, mais on vit bien. Puis même si on est né pour un petit pain, on sera récompensé un jour. À la fin des années 60, les Canadiens français, c'est l'une des communautés ethniques les plus pauvres au Canada, après les Amérindiens et je pense les Portugais. Et donc, si on arrive à Montréal, bien, le reflet de cette infériorité économique, il se voit comment? Bien, il se voit par des affiches en anglais, par une vie économique qui se passe en anglais. Il se voit par un directeur du Canadien Pacifique ou National, Donald Gordon, en 1962, qui dit « Pourquoi vous n'avez pas de cadre canadien-français parmi votre haute direction? » Bien, il dit « Il n'y en a pas assez de compétents. » Donc, du mépris, de l'arrogance. Les années 60, s'il y a une fièvre nationale dans les années 60 au Québec, c'est parce qu'il y a toute une jeunesse qui dit « Là, ça suffit, là. Ça suffit, ce complexe du porteur d'eau. Ça suffit, cette espèce de sentiment qu'on est né pour un petit pain. On est aussi bon que les autres et on va s'affirmer. » On prendra le temps qu'il faudra. On va négocier les conventions qu'on voudra. Les unions, ça vient des batailles syndicales. Moi, je suis un gars de Saint-Henri. Alors, à Saint-Henri, nous, la zone du canal de la Chine était la zone la plus industrialisée au Canada. Dans les années 50, beaucoup de petites shops voulaient se syndiquer. Le boss fermait la shop. Il se retrouvait à la rue et il y en avait tous les jours, on entendait parler de ça. Puis le boss, c'est Dieu, là. C'est lui qui décide si tu vas vivre ou pas, si tu vas manger ou pas. Alors, mon personnage pensait comme ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions, que ça donne rien. On a-tu une union en shop? Nous autres, on n'en a pas. Hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la shop, hein? Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, ça donne. On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis on a notre congé à Noël, ben non, au jour de l'an. Et puis l'été, on a une semaine de vacances payées. On la prend pas toujours, mais on l'a pareil. Hey, moi, ça ne paraît pas, hein, ben, je me fais des semaines de 102, 103. Puis déjà, avec l'overtime, je suis allé me chercher 113. Alors, les unions que ça donne, ça, c'est du grand Yvon Deschamps parce qu'il joue justement le Canadien français qu'on ne veut plus être. Soumis, qui se considère privilégié d'avoir une job, qui ne demande jamais rien, qui accepte tout ce qu'on lui demande, et donc qui est vraiment assujetti à un ordre, soumis, et c'est la manifestation artistique d'une forme d'aliénation. Il est aliéné, c'est-à-dire il ne se rend pas compte à quel point il est exploité. Moi, mon grand-père, il a travaillé à Red Pat Sugar. Alors lui, il est rentré là à l'âge de 12 ans. Et il a travaillé 12 heures par jour, 6 jours par semaine, 52 semaines par année. Parce que c'était les années 30, les ouvriers n'avaient pas le droit de vacances encore. Donc, ses congés, c'était Noël, le jour de l'an, Pâques, et l'été,
le pique-nique de la compagnie. Alors, il a travaillé comme un fou, 12 heures par jour, à transporter des poches de sucre de l'âge de 12 ans à 65 ans. À 65 ans, ils ont donné une montre, puis ils l'ont retourné chez lui. Alors, il n'avait jamais gagné assez d'argent, même en travaillant 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Il n'avait jamais assez gagné d'argent pour avoir de l'argent de côté. Voyons donc. Les ouvriers, ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient à peine nourrir leur famille. Tu n'as pas de paye la semaine prochaine, tu ne manges pas la semaine prochaine. Tout à coup, là, tu es chez vous, tu as une montre en or. Mais tu n'as pas d'argent pour payer le loyer. Tu n'auras pas d'argent pour manger. Mes grands-parents ont été obligés de casser maison, d'aller vivre avec un de leurs enfants. C'était impossible. Les enfants ne pouvaient pas les nourrir. Alors, ils allaient un à la fois et ils n'ont jamais été ensemble après. Parce qu'ils ne pouvaient pas imposer à un des enfants les deux. Nous, on a eu ma grand-mère quelques années pendant que ma tante Marie-Louise avait le grand-père. Un peu plus tard, on a eu le grand-père avec nous quelques mois. Et ma mère me racontait, il pleurait tout le temps. Il pleurait tout le temps parce qu'il ne comprenait pas. Il disait, j'ai tellement travaillé. Comment ça se fait que je suis un poids pour mes enfants? Il a pleuré jusqu'à en mourir. En 1 an et demi, il était mort. Alors, les unions que ça donne. Mettons que j'étais petit, puis j'y pensais déjà, si jamais je peux faire quelque chose. C'est Yvon qui a amené dans ce show-là toute cette dimension sociale. J'allais pas là, moi. J'allais pas jouer à Saint-Henri. Moi, j'ai joué à Huntsic, un beau petit quartier tout neuf avec des belles maisons. Robert aussi. Moi, j'étais à Outremont. On me connaissait pas. Une fois, ma femme était tombée malade d'urgence, hein. Fait que... À l'hôpital, ils ont téléphoné, t'as à peu près à 2h15, c'est le boss qui répond, il vient voir, il dit ta femme est tombée malade d'urgence, ils l'ont rentrée. Ah, il dit inquiète-toi pas avec ça, voyons. Continue ta journée, fais comme si de rien n'était, fais ton ouvrage, m'en rester près du téléphone, c'est quelque chose, je te le dirai. Pas n'importe quel boss qui aurait fait ça. Fait que vers 6h moins quart, il vient voir, il dit je pense que c'est mieux d'aller voir ta femme à l'hôpital. Je dis boss, je finis qu'à 6h. Il dit ça fait rien, ça. M'a punché pour toi, tu te perdras pas une minute. Hey, j'oublierai pas ça, tu où. J'oublierai pas ce journée-là, certain. Je suis arrivé à l'hôpital, c'était à peu près 6h30, 7h moins 20, puis la garde a dit vous êtes arrivé peut-être un peu trop tard. Puis tu comment ça? Si votre femme est partie, il était 6h moins quart, moins 10. Ouais, elle n'a pas rien dit, elle n'a pas laissé de message pour moi. Elle dit, vous me comprenez mal. Elle est partie. Écrasez-vous donc, là, vous. Elle va pas dire que... Tabarnak, elle est bien partie vite. L'humiliation, on la ressent, puis on réussit à rire. On s'accorde le droit d'instant de retrait émotif pour être capable d'en rire, sachant très bien l'exercice, pourquoi il le faisait, puis c'est dans un esprit de conscientisation. C'est une force inouïe d'avoir pu combiner les deux. Il était là. Ben, tiens, supposons... Avec son espèce de côté... comme un petit enfant qui parle, tu sais, qui s'excuse d'exister. Elle était gros comme un petit ver de terre. Puis je me souviens que son rire... Puis on disait, voyons, il est du premier degré ou il est débile? Et là, on ne savait pas trop, tu sais. Là, tu te dis, OK, c'est un personnage. Lui aussi, c'est un acteur. C'est un personnage... sommet de l'aliénation. C'est la première fois qu'on entendait parler comme ça. Fait qu'il me donne un 2, il dit, toi, tu veux t'en aller chez vous en autobus, mes amis, laissez souper, je peux pas te le conduire. Je dis, voyons, boss, y a pas de dérangement, mais seulement avant de partir, je suis tellement content. Je voudrais vous dire, il dit, t'as pas le temps, là, ton autobus.
J'ai l'impression que c'est un chemin pour parler des fois de sujets très durs, l'air de ne pas y toucher. Donc, tu n'es pas dans la systématique confrontation. Tu ne mets pas le monde sur la défensive. C'est comme si tu y vas par la porte dans l'arrière, en plantant de façon un petit peu insidieuse des abominations de notre société, mais sans les hurler. Les unions que ça donne, ça peut être bon pour n'importe quel milieu ouvrier du monde, où on a l'impression que les ouvriers ont un sentiment fataliste, de résignation. Mais ajouter à ça le fait qu'on était dans un contexte où les Canadiens français étaient dans une situation d'infériorité économique. Fait que vous imaginez à quel point ça avait un écho. Là, tu avais des baby-boomers qui disaient à leur père, « Papa, réveille-toi. Hein, tu pars avec ta boîte à lunch, t'impliques-tu dans le syndicat? Fais-tu quelque chose pour... » On peut imaginer que ça a été tendu dans les familles avec un spectacle comme celui-là, parce que ça a provoqué un éveil, ça a provoqué sûrement des prises de conscience, et ça a sûrement provoqué des affrontements entre les générations au sein des familles. L'impact social et politique de ce show, il est résumé par la chanson « La marche du président », qui va être à partir de la 2e version, où il y a un président qui s'en va chassant et qui tire, et c'est un enfant qui lui dit « t'arrêtes ». Donc, un plus jeune qui dit à l'establishment « ça suffit, tu peux pas continuer comme ça ». L'enfant dit je suis le président, même si je n'ai pas de vautour, à me suivre et me tourner autour. J'en arrivais à une certaine analyse assez sévère, assez dure de notre société. Hein? Ah oui. Et puis les gens trouvent ça très drôle. Comment expliquez-vous ça? Parce que c'est assez émouvant parfois. Son monologue, par exemple. Ben, il y a certains soirs où les gens n'ont pas de trajet quand même. Ça dépend des soirs. La meilleure façon de revendiquer puis d'être révolutionnaire, c'est de jamais en parler. C'est de faire des choses tellement fortes. Et enfin, pour nous, si on trouve ça beau, on aime ça, on s'amuse énormément à l'intérieur de tout ça. Il aime ça se faire engueuler, vous leur dites. Ah, c'est incroyable. Des parce fois, que c'est jamais eux autres. C'est parce que le gars qui est là, lui, c'est jamais lui. Tu lui dis, t'es un monus. Il rit parce qu'il dit ça pour le voisin. C'est ça. Pas moi qui vise ses autres. Le public, c'est toi, le public. C'est pas la masse de viande de 100 personnes qui est devant nous. Le plus que tu peux faire, c'est prendre la main de ta blonde. Prendre la main de ta blonde si t'as bien peur, mais t'es tout seul pareil. Quand j'ai vu le premier monologue d'Yvon Deschamps, je me suis dit, c'est drôle, il a réussi avec un personnage à faire ce que j'avais essayé de faire avec 15 personnages, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, une caricature affectueuse. Tu sais, on a dit au début, c'était épouvantable, Yvon se moque de l'homme québécois, Tremblay haït les femmes, se moque des femmes. C'était vrai jusqu'à un certain point, mais c'était des caricatures qui étaient pleines d'amour, qui étaient pleines d'affection pour ces personnages-là. Derrière les mots qui choquaient, derrière l'ironie d'Yvon, il y avait des êtres humains qui s'exprimaient. Oh, ben, par exemple, j'ai mon voyage. Attends, je t'en maudis, si c'était elle. Je te pensais pas de même, Linda. Tu me désappointes bien gros, ma petite. Voyons donc, Rose, laisse-les chicaner tout seul. Ben, ça fait que je vais les laisser chicaner. Ah ouais, vas-y, donne-y, j'en me demande la porte à fille. Mais est-ce qu'on a raison de se complaire dans le joual? Ben, c'est pas une complaisance, c'est un besoin que j'avais, et c'est un besoin de décrire des gens. Et je pensais qu'au point de vue langage, M. Gélinas et M. Dubé n'avaient pas fait du joual parfait parce qu'à l'époque où ils faisaient du joual, ils ne pouvaient pas se permettre ce que moi je peux me permettre en 68. Parce qu'eux pouvaient pas se le permettre parce qu'ils auraient été excommuniés ou les gens ne seraient pas allés voir leur pièce ou quelque chose du genre. Moi, je sais maintenant que si les belles-sœurs disent des choses pas belles sur la scène, les gens vont venir quand même. Les gens vont dire c'est vrai qu'on est comme ça. Alors les gens se reconnaissent, mais pour quelle raison, par exemple, Pierre-Éliott Trudeau qui va dire on parle d'un langage pouilleux, les gens s'offusquent. Mais qu'il soit pouilleux ou non, on parle d'un langage, un point, c'est tout. Les textes de ce spectacle ne sont pas de Pierre-Éliott Trudeau. La musique n'est pas de Pierre-Éliott Trudeau. Le décor n'est pas de Pierre-Éliott Trudeau. Les costumes ne sont pas de Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau n'a rien à voir
show king size. On parlait voile. On avait du fun. Et cette langue-là soignait beaucoup plus que le français straight. Pour les musiques de Robert, c'est parfait, tu sais. Armand, sacrement, lâche-toi dans les c'est comme ça qu'on les chantera toujours. Mal au cœur de moi? Il y a un gars qui s'appelle Marcel Sabourin, qui, comme par hasard, était notre prof à l'École nationale, à Robert Mouffe et moi, et qui nous a amené l'improvisation. Et on s'est aperçu que chez certains élèves qui étaient jugés pas pires, sont devenus des acteurs incroyables quand ils se sont mis à parler dans leur langue. C'est ça le théâtre! On l'a, c'est ça, c'est notre affaire! Ben non, c'est pas ça le théâtre! T'avais rien compris! Le théâtre, c'est la participation! J'enseignais l'improvisation, parler. Et qu'on parle comme qu'on parle. Qu'il n'y a pas de belle diction puis toute l'affaire. Et alors, c'est cette espèce de philosophie de la langue qui a joué aussi un très grand rôle. C'est en attaquant le maudit bon parler français dans lequel j'avais vécu, moi, et dont j'étais tanné en tabarnak. Ce maudit bon parler français que je respectais énormément. J'étais un bon lecteur de poésie et de grande poésie française, bien écrite, mais me disait, on passe à côté de quelque chose. Je passe à côté de mon bout. Le bout dans lequel j'ai été. Hey, j'ai vécu dans des bouts, moi, où c'est qu'on parlait pas pantoute comme les acteurs sur la scène. Comment ça se fait que c'est du monde muet, ça, quoi? Ils n'ont pas existé, eux autres. Pendant à peu près 17 ans, j'ai essayé comme comédien de parler une langue qui était la langue française bien pensante, c'est-à-dire la langue française qui me venait de mes professeurs qui avaient été éduqués pour la plupart d'entre eux à Paris, en théâtre. Ça a donné quoi dans mon propre cas? En tout cas, pour le cas des autres, ça, ils en parleront. Mais dans mon cas, ça a donné un cul-de-sac profond. Le combat pour la normalisation de la langue québécoise sur scène, je trouve qu'il n'est pas encore gagné complètement. Juste moi, dans la douzaine d'années que j'ai eu comme pratique, je sens que le rapport à la langue a changé beaucoup. Moi, j'ai quand même encore, malgré que j'ai étudié dans les années 2000 comme comédien, j'ai appris à faire mon français normatif, clean, clean, clean. J'utilise encore ce français-là quand je fais du doublage de films au Québec. Pourquoi? Je ne le sais pas, c'est une question d'habitude, mais c'est vraiment intéressant. Et quand on joue des classiques, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ont le réflexe de monter un texte classique dans une langue qui n'existe pas, un genre de faux français quelque part au milieu de l'Atlantique, que je trouve la plupart du temps inintéressant et complètement dénué de contexte culturel aussi. Puis c'est ça qui est fou avec le fait que des artistes se soient appropriés le joual dans les années 60, c'est que ça a été un gros fuck you à cette façon de parler-là, normée, coloniale, puis c'est comme si la seule façon d'avoir l'air intelligent sur scène, c'était de parler comme les Français, mais finalement, ça crée une langue complètement dénuée de contexte. Travailler en joual parce que c'est ma langue, comprenez-vous? Quand je chantais des chansons, au début, j'écrivais en français. Ensuite, je me lisais dans la face des gens. Je chantais pas vraiment avec mon cœur. Pourquoi? Parce que c'était des mots. Là, je m'efforce de bien parler ou parce que j'ai une réputation de gars qui parle terriblement mal. Mais, je veux dire, je pouvais plus facilement là, mettre du soul, là, ou si on veut faire rocker les mots quand ils étaient en joual qu'en français. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus coloré que le français. Wow! Il fait pas chaud? Oh! Où est-ce qu'il est mon capot? Oh! Où est-ce qu'il est mon capot? Oh! Où est-ce qu'il est mon capot? Le joual, je pense que c'est important parce que non seulement en tant qu'artiste, tu te donnes une liberté qui probablement n'existait pas ou était mal vue à l'époque. Fait que déjà, tu viens d'ouvrir un champ des possibilités extrêmes pour pouvoir
passer une idée, une émotion. Par ailleurs, le public, après, il a pu être complexé face à un spectacle. Ça démocratise à 100% le rapport public et artiste. Moi, quand j'ai commencé à rapper, je rappais avec un accent français. Il m'a fallu quelqu'un, tu sais, qui apparaisse avec un français joual assumé pour dire « OK, je peux rapper comme je parle », tu sais. Quand j'ai commencé à rapper, dans le rap québécois, il n'y avait pas encore une identité joual qui était marquée. Avant Sans Pression, avant Ils vont crever, avant, mettons, le premier Golden Age du rap keb, mais il y avait la Constellation qui sont devenus le 8-3, qui rappait avec un accent français parce que c'était le seul rap en français qu'on connaissait. On connaissait juste I Am, etc., tous les grands groupes de rap français. Autant dans le rock que dans le rap, on a des matières premières avec lesquelles on travaille, la langue en tant que telle pour les paroliers, quand on fait des chansons, quand on chante, quand on rappe. Puis, en effet, il y a quand même des différences d'un point de vue linguistique entre comment sonne l'accent québécois versus, par exemple, l'accent français de France ou celui qu'on va plus appeler l'accent parisien, parce qu'il y a des milliers d'accents en France, là, entre guillemets. Là, fait en effet, les gens souvent remarquent qu'il y a une forme de similarité avec le parler américain, puis c'est beaucoup à cause des diphtongues, c'est-à-dire que nos voyelles en québécois sont des diphtongues, c'est-à-dire qu'on ne dit pas une fête, on dit une fête. Si tu m'écoutes rapper en général, mon accent québécois est plus grand quand je rappe que quand je parle, simplement parce que mon espace de jeu, quand tu rappes, tu chantes, c'est beaucoup les voyelles. Fait que c'est les voyelles qui te permettent de moduler, qui te permettent de prolonger un son, qui te permettent de surfer dans ce son-là. Moi, je pense que c'est ça que les gens remarquent quand ils entendent l'accent québécois, puis qu'ils voient une similarité avec l'anglais. Moi, je sais qu'il y a un hip-talk qui est en train de naître. Il y a une mutation qui se fait au niveau du langage. Quand je pense joual, dans ma tête, c'est en même temps le slang américain qui, lui, assimile les mots français. Parce qu'à Los Angeles, le français, c'est encore plus exotique que le japonais. Alors, un peuple va imposer sa langue quand il va inventer des choses géniales dans sa langue. Tu veux savoir? Je veux savoir. Tu veux savoir? Je veux savoir. Tu veux savoir? Tu vas me dire. Tu veux le savoir? OK, bébé. Tu veux savoir? Je veux savoir. Pourquoi les trains? Pourquoi les trains? T'envoies la main. T'envoies la main. Dans ton miroir. Dans ton miroir. Je te décris. Dans un cri. Un jeune Gishkan mangeant du riz. Un de Bussy et de Fifi. Quand tous tes trains à ton voisin. Va lui voler ses voies ferrées. Je te crie. Le problème des Canadiens français, moi, vous dire, moi, je sais ce que c'est que le problème des Canadiens français, parce que ma mère me l'a dit, mon problème. C'est qu'on veut trop en faire. On en fait trop. C'est ça. On est là, on s'énerve, on veut tout faire. On ne peut pas en laisser aux autres. Tu sais, c'était égal. On était 2 filles, 2 gars. On avait tout notre temps d'antenne, pour ainsi dire, mais sans que ça soit calculé. C'était normalement égal. On a eu le même salaire, tout le monde, même les musiciens. On gagnait tous 5 piastres par soir. Le Stitch Show, ça se passe en 1968. 10 ans plus tôt, je veux dire, les femmes avaient même pas l'accès à la pilule contraceptive. Les femmes devaient enfanter pour devenir des mères de famille. C'était pas rare de voir des familles de 10 enfants. Et les filles étaient cantonnées dans la maison à s'occuper des enfants puis des tâches domestiques. Donc, de voir 2 femmes fortes, libérées sur une scène, à chanter et à parler de sexualité, de liberté, de vivre librement, finalement, c'était révolutionnaire. Ça dérangeait le clergé, ça dérangeait le patriarcat, et c'était vraiment en complément de la révolution sexuelle. Pour moi, le Stitch Show, c'est un symbole fort de la révolution sexuelle. Hey les gars, je peux-tu faire mon solo? Oh, Seigneur, ça y est. Ah, c'est la même chose qu'au Katsu. Pareil. Ouais, vite, ouais. Là, parce que t'es ma blonde. OK, tout au long? Tout au long, OK. Vite, 1, 2, 3, On recevait le collectif, on le ressentait profondément, on ressentait le respect mutuel. Puis ce sont 4 modèles, tu sais, chacun avec sa voix éventuellement, la nature même de son engagement. Puis dans l'affirmation, je parle d'affirmation collective, économique, et identitaire, mais c'était aussi la place des femmes dans une période aussi de
de quête extrêmement importante. Puis je parlais tantôt de la petite fille qui voulait, puis qui était en rupture. C'est incroyable à dire, mais avec le modèle de sa mère, c'est ça aussi. On voulait pas être comme nos mères. C'est la fin d'un certain patriarcat. C'est la fin d'une forme d'autorité de la tradition, l'autorité de l'âge, l'autorité du père. L'Église, comme institution, n'a plus l'influence qu'elle avait. Elle n'a plus l'influence qu'elle avait parce qu'elle s'est transformée elle-même de l'intérieur pour donner plus de place aux laïcs, et puis parce qu'elle va prendre des décisions qui vont détourner les gens de l'Église. Notamment la fameuse décision de 1968 d'interdire la pilule anticontraceptive. Alors là, il y a beaucoup de catholiques et beaucoup de gens qui disaient « c'est mon Église, je suis un catholique, mais ça, j'accepte pas ça ». Et donc, en quelques années, les églises vont se vider, les gens vont plus aller à la messe, on va plus se fier au curé pour nous dire quoi faire, comme un guide moral. Tout ça s'effondre durant les années 60. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus. La pilule, là, c'est une fille qui vous parle, c'est en 66 peut-être, 64, 65, dans ces années-là, qu'on a commencé à prendre la pilule. Et ça, c'était une révolution totale chez les femmes et chez les hommes aussi, parce que toute l'attitude, peu à peu, a changé. On avait commencé à avoir le droit, pas le droit à l'avortement, mais à avoir des médecins qui faisaient des avortements décents. Moi, j'ai eu plusieurs amis qui on appelait ça la rue Saint-Hubert, où les madames faisaient des avortements avec des broches à tricoter. Et j'ai eu combien d'amis qui sont venus crècher chez nous pendant une semaine ou deux, à moitié mortes. Les gens qui sont sur la scène du Quetchou sont en phase avec les gens qui sont assis devant la scène parce qu'ils s'intéressent tous à ce moment-là, à ce qui arrive dans la société, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord et dans l'Occident. Et il y a des mouvements sociaux importants qui sont en train de survenir. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Moi, je suis né en 1963, l'année où Martin Luther King a fait son grand rêve. Et en 68, je suis le contemporain de l'assassinat du rêve. Puis, 30 ans plus tard, je vais faire un show qui est une suite de variations d'assassinat de Martin Luther King à coups de tarte à la crème, qui va s'appeler Cabaret Neige Noire, qui va un peu fêter avec cynisme puis avec fièvre notre tristesse de l'écroulement des illusions, des grands rêves. Et là, ce petit show, dans la mythologie que je m'en fais, parce que j'ai jamais vu le show, j'en ai juste entendu parler, mais avec les cris de Charlebois, avec le brio de Yvon Deschamps, la voix de Forestier, le jazz libre, ce qu'on sent, c'est à quel point ce spectacle-là était en phase avec le monde dans lequel il vivait. On s'identifiait beaucoup en 68 la mort de Martin Luther King. Ça a été tout un choc, ça. Qu'on tue quelqu'un parce qu'il veut faire avancer les choses et obtenir des droits pour la communauté noire, ça nous touchait profondément, comme si ça avait été notre frère, Martin Luther King, comme si ça avait été le voisin. Là. On était très près de ces idées-là, de changer le monde, d'obtenir des droits. La fin du spectacle de l'Hostie Show était quand même assez dramatique parce que il y avait le discours de Martin Luther King, I have a dream, I have a dream, et à un moment donné, ça coupait sec. Et là, le coup de feu, on entendait comme un coup de drum, mais c'était un coup de feu, et la peau de la batterie devenait rouge sang.
la batterie, le rond de la batterie, la basse, et devenait rouge comme un hostie à l'église, et puis on dirait que le monde était en feu. C'était étonnant. Le tiers de la terre fut incendié, le tiers des arbres fut incendié. Le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des poissons mourut. Le troisième sonna de la terre. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Et ça finissait le show. On finissait pas ça cute, là. Fallait pas... Tu sais, on se disait pas « Ah, faut que le monde parte, l'esprit léger. Ils viennent pas au théâtre. Faut leur faire oublier le quotidien. Faut que ça soit drôle. » Non. C'était ce qu'on avait envie de faire. C'est pas surprenant que Martin Luther King soit évoqué dans le spectacle Le Stitch Show parce qu'il y avait un sentiment d'identification, parce qu'on considérait qu'il y avait un lien organique entre ces Afro-Américains et leur quête d'émancipation, leur volonté d'affirmation, et les Canadiens français qui avaient un peu eu le même destin au sein d'un pays qui les avait exploités. C'est une prise de position politique qui ne se fait pas à l'époque dans les spectacles. On défend la langue française, on défend de plus en plus le Québec. Eux, ils vont jusqu'à intégrer un moment vraiment historique où les démunis du monde se lèvent et rêvent. C'était tellement d'actualité et c'était tellement bon, là. Parce qu'il parlait, puis tout à coup, paf, là, ça venait rouge, puis on levait la fin du monde. Il y avait des bonnes affaires dans le studio. On a décidé de dire quelque chose. On avait quelque chose à dire, je pense, le groupe ensemble. Ouais. Puis on a dit, c'est ça qu'on dit, puis on a dit de cette façon-là. Qu'est-ce que vous aviez à dire? Ce qui est arrivé avec ce spectacle-là, c'est qu'on entre en scène, sans entrer en scène. Puis on n'est pas des comédiens, puis on n'est pas des chanteurs. On est du monde. Pareil comme le monde qui est assis là. Il n'y a pas de barrière. Puis on dit tout simplement ce qu'on a à dire. C'est pour ça que moi, un soir, on discute tout à coup, puis il me dit, ben non, voyons, il parle des chansons. Auriez-vous aimé être plus audacieux que vous l'avez été encore? Ben oui. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, pour la première fois? Non. Non, on ne s'est pas dit ça. On s'est pas dit ça. Mais on s'aperçoit maintenant qu'on peut aller plus loin. Aller loin, oui. Les artistes sont là pour révéler, le cinéma aussi, pour révéler c'est quoi le réel en dessous de ce qu'on pense, de ce qu'on s'imagine, de ce qu'on jase, de ce qui est bon de jaser, de ce qui est la bonne société, de la politesse, de ci, de ça. C'est quoi en dessous, là? Qu'est-ce que là? C'est quoi le vrai? C'est quoi le gros morceau vrai, là? Le cœur, autrement dit. Il y a vraiment des ponts communs entre les idéaux de la jeunesse d'aujourd'hui puis ceux des années 60. La volonté d'être libre, elle est universelle. Qu'on soit né en 62, en 44 ou en 1991. Quand tu es jeune, tu veux faire table rase des institutions. Tu veux finalement arriver à une émancipation collective. C'est propre à la jeunesse. On veut révolutionner le monde, on le remet en question. Je pense que ce qui est commun à ça, c'est mettre en question ce qui existe déjà. Je pense que de façon nostalgique, comment on voit mai 68, maintenant, peut-être qu'on l'embellit, on l'idéalise, j'ai l'impression. Puis on démonise ce qui se passe maintenant. Je pense que c'est la même chose qui se passe. C'est juste la remise en question du privilège, la remise en question du système, la remise en question du capitalisme, je veux dire, c'est la même chose. C'est juste qu'on le fait différemment. On parle quand même d'inclusion, on parle quand même de discrimination, on parle quand même d'inéquité. C'est la même chose. On parle beaucoup aujourd'hui de mouvements sociaux, de groupes de pression, des fois, qui vont vouloir se faire entendre puis qui veulent plus qu'on parle d'eux d'une certaine façon ou avec certains mots. J'ai l'impression que c'est pas la liberté qui est entachée, c'est la nonchalance. Je pense qu'on peut... Il y a peut-être certains sujets qu'on peut plus aborder avec nonchalance.
mais j'ai l'impression qu'ils peuvent tous être abordés. Ça a toujours existé là, dans l'histoire des gens, des instances dans la société qui permettent ou pas à certains propos de circuler librement. On est quand même à une époque où la marge de manœuvre individuelle est plus grande que jamais. T'sais. La décapitation, elle peut être plutôt juste sur les médias sociaux et non dans la vraie vie, pendue dans la place publique. Là, fait qu'il y a comme un peu... au final, ça reste ça. Il y a du monde qui ont été assassinés pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Une parole libre, c'est une parole qui requiert du courage. Si je parle et que ça me demande pas de courage, c'est pas une parole libre. Je répète qu'est-ce qui est convenu et ça veut pas dire que c'est grave. Ça veut dire que j'embarque dans un train qui est accessible. OK? Une parole libre, ça demande du courage. Ça demande... Il faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui t'aiment, qui vont peut-être pas nécessairement tout de suite saisir qu'est-ce que tu veux dire, qui vont être déstabilisés, qui vont se sentir trahis. C'est étrange, une parole libre. C'est quelque chose qui émane de soi et qu'on n'a pas nécessairement choisi. C'est quelque chose qui donne l'impression que t'es fou. L'art, c'est une sorte de diapositive d'une époque. Puis je trouve que l'art, des fois, c'est ça qui arrive avec ça. C'est que tu vois une démonstration pratique de gens qui ont des convictions, qui les expriment. Puis tu peux y adhérer, tu peux faire « Oh, finalement, c'est pas pour moi », ou tu peux les rejeter. Mais ils provoquent une discussion, puis c'est comme ça que les choses changent. Et à l'époque où on a fait le petit tour, c'était un peu post-carré rouge, printemps érable. Il y avait une énergie qui était dans ce sens-là, qui était un peu... on veut que les choses changent, on veut... les jeunes veulent faire entendre leur voix. Dans l'histoire du spectacle, plus largement, au Québec, il y a eu plusieurs moments clés historiques. Je pense à l'Hostie de Show, évidemment. Je pense aux Belles-Sœurs. Je pense aux Fées ont soif. Je pense à Cabaret Neige Noire. Je pense aussi à Diane Dufresne au Stade olympique avec Magie Rose. C'est comme si on avait vécu à plusieurs moments dans notre histoire des grandes messes culturelles qui nous ont permis de nous décoincer. Puis on n'a pas le choix de penser que l'Hostie de Show est probablement le premier événement comme ça qui est venu, j'ai envie de dire, foutre la merde dans le quotidien culturel des Québécois. J'ose espérer que ce vieil acte qui veut que des artistes rencontrent du public, quel qu'il soit, hein, au Parc Maisonneuve, dans un stade immense ou dans un petit théâtre de la rue Papineau, ce miracle-là, on en a besoin. On a besoin de se sentir rassemblés par l'humanité. La scène, les théâtres ont cette capacité de rassemblement révolutionnaire. C'est-à-dire que tout à coup, on sent qu'on est unis, on est ensemble, c'est beau, on est fort, le charme opère et l'avenir est par en avant. C'était une revue musicale lancée dans l'univers comme prenez-le pas. Et je pense que, justement, les jeunes, il y a certaines personnes, certains jeunes artistes qui font ça aujourd'hui. Ils font leur Hostie de Show. Ils se laissent aller, ils envoient ça, que les gens aiment ça, qu'ils n'aiment pas ça, c'est moi ça. Et on a besoin de ça. Est-ce qu'un show comme l'Hostie de Show serait possible aujourd'hui, sachant que maintenant, il y a des structures de financement beaucoup plus établies, disons? Moi, je pense que oui, pour une simple et bonne raison. Quand on a 20, 21, 22 ans, qu'on est un artiste, qu'on est motivé, qu'on a quelque chose à dire, on a un gros avantage par rapport à des artistes plus établis, c'est que on a généralement plus de temps à investir dans ces projets-là. Puis le temps, dans un projet artistique, c'est de l'argent. Quand t'es jeune, t'es insouciant, puis c'est ça qu'il faut, puis t'es inconscient, puis tu fonces, puis allez, puis toutes les portes s'ouvrent si t'as la bonne idée. Puis c'est ça, la phrase de Ducharme, attendez pas d'avoir 40 ans, faites-le pendant que vous êtes jeune. C'est l'Hostie de Show qui m'a donné le droit de dire ça se fait pas, ou je sais pas si ça va marcher, mais on va y aller. On va prendre le risque, parce que c'est un symbole de liberté extraordinaire, et c'est cette liberté-là que les créateurs s'accordent qui fait vraiment avancer les choses. Vous avez le droit. En fait, c'est plus ça. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est un héritage qui dépasse la frontière culturelle et artistique.
tout ce que tu as à faire, d'après moi, dans la vie, entre 20 et 25 ans, c'est de risquer tout. Il n'y a rien de plus, on dirait, tragique et éblouissant dans la vie que mettre des mots sur des sensations qui n'ont pas encore été verbalisées. Tu sais, tu traverses une période socialement, puis là, tu as un groupe d'artistes qui viennent mettre des mots sur toute une réalité, puis là, c'est toute la société qui a les mots pour décrire sa condition. Peut-être que l'Hostie de Show a donné du courage à une certaine génération pour arriver à ce qu'ils étaient, à se ressembler, à être authentiques. Mais la nouvelle génération a besoin de beaucoup de courage. Et peut-être que notre job à nous, les aînés, c'est de ne pas transporter le désespoir, mais d'inciter au courage. Elise, Astrojet whispered